Alors, je suis Stéphanie Delestre, je viens de Vitry-sur-Seine, dans le 94, le Val-de-Marne. Donc, j'ai habité dans une cité, la cité Makarenko, depuis toute petite jusqu'à ma majorité, au moment où je suis un peu partie pour faire mes études. Mes ambitions à 20 ans, c'était de changer le monde. Je voulais prendre le monde à bras-le-corps, rencontrer plein de monde, apprendre. Je suis quelqu'un de très curieux et acquérir plein de compétences pour pouvoir changer le monde. Alors j'ai commencé à changer le monde, finalement, je crois déjà qu'on change le monde par des petits trucs qu'on fait tous les jours. Donc voilà, j'ai surtout commencé à changer le monde quand j'ai compris qu'il fallait que je sois compétente dans plein de domaines très complémentaires. En fait, à 20 ans, je pensais qu'il fallait être soit experte, mais vraiment très 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 pointue dans un domaine, ou alors être généraliste et acquérir plein de compétences dans des domaines très complémentaires comme le management, le commercial, le marketing, la finance, voilà, puisque moi mon objectif c'était de monter une boîte ou de reprendre une boîte. Et donc ouais, je pense que j'ai commencé à changer le monde à ma première expérience entrepreneuriale, qui était en fait une expérience intrapreneuriale dans le groupe TF1. Alors en fait, le processus de se lancer et de créer sa propre boîte a été chez moi très très long, puisque je me disais quand même que je partais de loin. Voilà, j'avais pas d'entrepreneur ou de chef d'entreprise dans ma famille. Je venais de la cité, j'ai été élevée par une maman toute seule. Et donc mon objectif en premier lieu, c'était vraiment voilà, d'acquérir beaucoup de compétences, de connaissances. Et en fait, j'ai eu la chance d'être recrutée par un grand groupe, le groupe Bouygues TF1, où là, j'ai pu évoluer quasiment tous les 2 ans, 2 ans et demi, apprendre des nouveaux métiers aussi. Et puis surtout, début des années 2000, au moment du crash de la bulle Internet, en fait, plus personne quasiment voulait bosser dans Internet. Et quand je raconte ça, tout le monde a oublié en fait, mais tout le monde se moquait de moi à l'époque en disant mais Steph, Internet c'est mort, ta carrière est foutue, voilà. Moi j'avais assez vite compris que justement grâce à Internet, je pourrais encore plus changer le monde. Et donc j'ai eu la chance de travailler dans ce grand groupe-là, qui m'a vraiment appris plein de métiers et plein de compétences très importantes pour devenir chef d'entreprise. Et ensuite, ne me sentant pas encore prête, je suis partie diriger une boîte en Allemagne qui s'appelait Kype et qui était basée à Hambourg. Donc je suis partie m'installer à Hambourg en Allemagne, donc dans le nord de l'Allemagne. J'ai adoré cette expérience. Donc je suis arrivée, il y avait déjà le fondateur de la boîte, Stefan Uhrenbacher, qui avait fondé Kype, quelques collaborateurs, d'ailleurs des collaborateurs de plein de nationalités différentes. Des Allemands bien sûr, des Anglais, des Polonais, des Ukrainiens, des Russes, des Israéliens. Et donc je suis arrivée comme CEO dans cette boîte, on était 7-8, on est devenu leader en Europe, on a été acheté par le leader américain, Yelp. Et suite à cet achat, donc moi je suis rentrée en France. Et là, je me suis inscrite à Pôle emploi parce qu'il fallait que je retrouve un statut en France. Et à ce moment-là, je cherchais un boulot. Et j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai répondu à des offres, j'ai rencontré des chasseurs de tête. Et là, en fait, c'est un de mes investisseurs chez Kype, Philippe Colombel de chez Partech, qui m'a dit « Mais Steph, en fait, tu le sais pas, mais t'es prête à devenir entrepreneur ». Et je lui ai dit, mais t'es sûre? D'ailleurs, on me proposait des super postes. À ce moment-là, on me proposait un poste chez Cdiscount, un poste chez Just Eat à Londres. Et il m'a dit, non, mais on a besoin de femmes entrepreneurs. Et je suis pas très capable de l'expliquer, mais je crois que depuis toute petite, je rêvais de ce moment-là. Et même si j'ai eu très peur, je me suis dit, bon, c'est le bon moment dans ma vie, il faut que j'y aille. Et c'est là où j'ai décidé de fonder une start-up qui s'appelle Qapa. Qapa. Voilà.
Alors en fait, ce qui est compliqué quand on lance sa boîte et qu'on n'en achète pas une ou qu'on n'en reprend pas une, c'est qu'en fait, on part de zéro. C'est-à-dire, on n'a rien. On n'a rien, on n'a pas de collaborateurs, on n'a pas de site internet, on n'a pas de marque, on n'a pas de PNL, on n'a pas de presse commerciale, on ne sait même pas trop comment on va vendre et à quel prix on va vendre et quel va être le modèle économique. Donc on part vraiment de zéro. Alors ça, c'est des moments assez passionnants parce que finalement, on est dans des gros moments de création. Et moi, j'aime bien ces moments où on peut avoir une vision et caler aussi son histoire pour les 10, 15, 20 prochaines années. Voilà, donc là, vraiment, on part de zéro. On est chez soi avec son ordinateur sur ses genoux ou sur son petit bureau et puis on y va, quoi. On jette dans l'eau, on essaye de faire les choses dans l'ordre. Voilà. Et comment on passe de zéro à une boîte qui est achetée par le leader mondial Adecco. Donc là, je parle pour Kappa, ma précédente aventure entrepreneuriale et ma première aventure en tant que fondatrice, même si avant j'ai eu d'autres aventures entrepreneuriales, mais là j'étais plutôt au service des patrons et des fondateurs. Alors comment on passe? En fait, je pense que c'est un chemin de tous les jours. C'est-à-dire tous les soirs, on se couche en se disant c'est mort là, ça a été trop dur. Et puis le matin, il se passe un truc dans la nuit. Et le matin, on y retourne en étant ultra vaillant et en ayant envie de tout prendre à bras le corps, de tout gagner, voilà, avec une énergie incroyable. Pour Kappa, il y a eu des étapes fondamentales. La première étape, ça a été de se lancer, bien sûr. La deuxième étape, ça a été de faire un pivot. Parce qu'en fait, on fait tous des erreurs. Moi, la première. Et l'erreur que j'avais faite, c'était de ne pas vraiment analyser la taille du marché. Et donc, Kappa, à l'origine, c'était un job board. Le premier job board qui a utilisé des algorithmes de matching, de machine learning et d'intelligence artificielle, certes. Mais en fait, le marché des job boards, c'est un marché qui est assez petit, qui fait un peu plus d'une centaine de millions d'euros. Et donc, même si on arrivait à prendre 10% de ce marché, qui est quasiment impossible, hein, il y a très très peu de nouveaux entrants qui prennent 10% d'un marché existant, et bien même en réussissant à faire ça, on n'aurait fait que un chiffre d'affaires de 10 millions. Et donc, en fait, quand je me suis rendu compte que ce marché était un petit marché, puis aussi très compliqué à pénétrer parce qu'en fait, il y a un système d'agences de com RH qui prennent les budgets des PME et des grands groupes et qui après réinvestissent ces budgets sur des job boards avec un système de rétrocommission un peu à l'ancienne. Donc, c'est encore plus compliqué de se faire sa place. Le jour où j'ai réalisé tout ça, la boîte fonctionnait bien, on faisait quelques millions de chiffres d'affaires, on avait des très beaux clients. Mais en fait, c'était pas l'ambition que je m'étais fixée. Et donc, deuxième grosse étape de Kappa après son lancement, c'est donc le pivot. Le pivot où on a décidé que Kappa allait devenir la première agence d'intérim digital. Et là, on passait d'un marché d'environ 100 millions à un marché en France d'un peu plus de 25 milliards. Donc un énorme marché. Et là, si on prenait juste 1% de ce marché, on allait faire 250 millions de chiffre d'affaires. Voilà, donc on a pivoté. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà une grosse CV Tech d'un peu plus de 5 millions de Français et de Françaises qui étaient inscrits. On avait déjà ces fameux algorithmes de matching, de machine learning, d'intelligence artificielle qui en fait remplaçaient de facto l'agence d'intérim physique. Et donc, il nous manquait la dernière brique pour devenir une agence d'intérim digital, c'est-à-dire de pouvoir faire des contrats de travail et des fiches de paie de façon automatique. Voilà, donc on a rajouté cette brique et c'est comme ça que Kappa est devenue la première plateforme d'intérim digital. Donc ça, c'est un pivot. Comment j'ai eu l'idée de ce pivot? C'est d'abord... Vraiment, il s'est imposé. Hein. Il s'est imposé, comme je vous l'expliquais, avec ce problème de taille de marché. Et puis après, en écoutant, rencontrant des gens, en étant très curieux et avec les oreilles et les yeux en alerte, où je me suis dit qu'en fait, c'était un marché qui n'avait pas du tout été digitalisé et qu'on pouvait être les premiers à le faire. Voilà.
Et puis le deuxième point que j'ai fait aussi, c'est d'appeler mes clients pour leur dire voilà, on va pivoter pour faire ça. Et quand tous mes clients quasiment m'ont dit mais Stéphanie, c'est une idée incroyable, vas-y, on sera avec toi. Je me suis dit bon bah là, on y va. Et en fait, on a fait le pivot vraiment en quelques semaines. La troisième étape, ça a été le Covid, parce que finalement, ça a pris toutes les entreprises, tous les Français et les Françaises de court. Sauf que nous, comme on était une boîte digitale, bah, tout était digital. Donc, tous les collaborateurs avaient un ordinateur et un téléphone portable. Tout était fait par la machine sur ordinateur ou sur téléphone. On avait l'habitude de contacter tous nos clients par téléphone ou par email. Et donc, en fait, dès que la France s'est fermée, en fait, on a énormément de clients qui nous ont appelés pour nous dire, bah, écoutez, nos agences d'intérim traditionnelles, elles sont fermées. Elles sont pas encore capables de nous aider, mais nous, dès demain, on a besoin d'opérateurs de commandes, de chauffeurs, de livreurs, de caristes, de vendeurs, d'hôtesses de caisse. C'est la panique. Et en fait, on était habitués à travailler de façon digitale. Et donc, pendant 24 heures, j'ai cru que la boîte était morte, hein, parce qu'on avait plein de clients qui nous disaient bah, on ferme les usines, on ferme les entrepôts, on ferme les magasins. Donc, faut arrêter les contrats des intérimaires. Et puis, le dimanche, avant le confinement total, bah, j'ai eu un gros client qui m'a appelé. Et en fait, après, on a plus que doublé le chiffre d'affaires pendant le confinement parce qu'on était déjà très agile et habitué à travailler comme ça. Voilà. Et puis, bien sûr, la dernière étape, c'est que j'ai fait venir, j'ai recruté avec le board Laurent Delaporte, qui était un ancien VP de chez Microsoft Europe, et qui nous a aidé à scaler la boîte, parce qu'en fait, moi, je suis plutôt la nana du début, c'est-à-dire d'avoir la vision, de recruter les bonnes personnes, d'entraîner les équipes et de construire. Mais à un moment, quand on fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, finalement, on a des étapes à passer où il faut mettre en place des process, il faut mettre en place un COMEX. Et moi, j'étais pas forcément la bonne personne, ni Olivier Zir, mon cofondateur. Et donc, on a fait venir Laurent Delaporte, qui avait une belle carrière chez Microsoft et donc qui connaissait les croissances fulgurantes et qui nous a aidé à mettre en place les process, le COMEX, recruter les bonnes personnes pour continuer de passer des étapes. Parce que quand on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas la même chose que quand on fait 10 et c'est vraiment pas la même chose que quand on en fait 100. La vente de Kappa au leader mondial ADECO, je vous cache pas que c'est un super beau moment pour moi, pour la boîte, pour les équipes, parce que voilà, quand on est une nana qui sort de la cité Macarenco à Vitry-sur-Seine et qui vend la boîte au leader mondial, c'est d'abord une super belle expérience et puis un super beau achievement parce qu'on sait qu'on donne qu'on vend son entreprise au leader mondial qui va pouvoir multiplier les résultats, les effets, développer Kappa partout dans le monde. Donc ça, c'était un très très beau moment auquel je pense tous les jours depuis et je suis très fière de ce moment-là. Alors c'est vrai que donc on a vendu Kappa en septembre 2020. Moi, je suis partie en mai 2022. J'ai pris quelques mois, alors pas pour faire le tour du monde, pas pour me reposer, c'est pas mon style, mais pour caler un peu tous mes points, mes problèmes administratifs que j'avais pas réglés pendant 10 ans, hein, parce que quand on fait l'admin de sa boîte et qu'on rentre à 22h chez soi, y compris le week-end, et on n'a pas envie d'ouvrir son courrier perso, son machin. Donc là, c'était un peu le bazar. Et puis très très vite, fin 2022, début 2023, on a commencé à réfléchir avec des personnes avec lesquelles j'avais travaillé ou pas, des anciens clients, des anciens fournisseurs, des anciens partenaires, etc. À une nouvelle idée de boîte. Alors, c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de ce qu'on appelle, nous, des repeat entrepreneurs. Alors, pourquoi ? Je crois que c'est un de mes anciens investisseurs, Dominique Vidal, chez Index, qui m'a un jour dit cette phrase, mais que j'ai toujours gardée en mémoire. La phrase, c'était, en fait, dans une conversation, il me dit « Ah tiens Stéphanie, moi je respecte vraiment les entrepreneurs. Voilà, je suis admiratif de ce que vous faites. » Et il me dit « Je respecte
encore plus les repeat entrepreneurs parce qu'en fait, ceux-là, ils savent vraiment ce que c'est parce qu'ils l'ont déjà fait une fois et donc ils sont fous. Voilà. Et c'est vrai que quand on a lancé sa boîte, comme on dit, from scratch, quoi, de rien, de zéro, et que moi perso, hein, j'ai bossé 7 jours sur 7, il y a des semaines je faisais 90 heures d'affilée. Alors je suis passionnée par l'entrepreneuriat, je suis passionnée par la tech, je suis passionnée par la révolution de l'internet et la révolution de l'IA qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais c'est vrai qu'il faut être fou pour y retourner. Mais en fait, moi j'ai ça dans le cœur, dans mon ADN, quoi. Moi je peux pas vivre sans adrénaline. Et la meilleure adrénaline que j'ai trouvée pour moi, c'est pas de sauter en parachute tous les jours, mais c'est vraiment d'être entrepreneur. J'adore ça. J'adore rencontrer des gens, j'adore aller voir mes clients, j'adore être ici avec For Change. Voilà, c'est des moments uniques dans une vie, donc j'ai la chance de vivre une vie unique. Après Kappa, j'ai décidé de lancer une nouvelle start-up, donc avec mon cofondateur Julien Ross. Cette start-up, elle s'appelle volubile.ai. Et en fait, on développe un agent conversationnel vocal, c'est-à-dire une machine qui réfléchit et qui parle comme un être humain. Voilà, donc les applicatifs sont infinis. Hein. On peut penser à la relation client, au commercial par exemple. Et il y a 2 autres raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de relancer une start-up. Donc, la première, c'est parce que je ne peux pas m'en passer. La deuxième, c'est parce que on est en train de vivre une révolution, la révolution de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est quand même rare dans une vie, comme la mienne, de pouvoir vivre 2 révolutions. Moi, j'ai eu la chance de vivre la révolution de l'Internet au début des années 2000. Et là, j'ai la chance de pouvoir vivre cette révolution de l'intelligence artificielle. Et je veux vraiment être partie prenante. Et puis, la troisième raison, c'est qu'en fait, ça a été tellement dur, Kappa, mais vraiment tellement dur. Le business de l'intérim, c'est un business de l'humain. On avait plusieurs milliers de collaborateurs qui travaillaient partout en France, qu'il faut suivre, à qui il faut trouver des nouvelles missions régulièrement, s'assurer que la paye est correcte, créer du lien. Voilà. J'ai tellement appris dans ma carrière que je me suis dit, c'est quand même un peu dommage au moment où j'ai l'impression, c'est une impression très personnelle, mais où j'ai l'impression d'être quand même à un bon niveau de compétence, comme je vous le disais au début, dans des domaines très complémentaires comme la finance, le marketing, la com, le produit, la tech. Alors la tech, c'est pas moi qui code, hein, mais voilà, donc j'ai acquis tellement de connaissances que je me suis dit, c'est quand même dommage de pas être partie prenante de cette nouvelle révolution avec toutes les compétences que j'ai pu acquérir au fil de toutes ces années et au fil de toutes ces rencontres. Voilà, donc c'est vraiment les 3 raisons qui font que en fait, je suis très heureuse et que je m'éclate à lancer ma nouvelle start-up avec Julien qui s'appelle donc volubile.ai. Alors c'est vrai que souvent on dit pour développer une boîte et pour qu'elle réussisse, il faut avoir des grosses barrières à l'entrée parce qu'autrement on peut être copié très facilement. Alors je vais faire une petite parenthèse. Le fait d'être copié, ça énerve. Hein. Moi, chez Kappa, ça m'a beaucoup énervé. En plus, quand on est vraiment quelquefois copié au mot pour mot, voilà. Après, le fait d'être copié, ça veut dire que finalement, le marché sur lequel on propose notre produit est mûr et qu'il va y avoir aussi d'autres sociétés qui vont qui vont communiquer sur les nouveaux services et donc qui vont aussi nous aider à avancer plus vite pour vendre notre produit quand on passe après ces boîtes-là. Voilà, donc là les barrières à l'entrée pour Volubile, déjà la première barrière c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que être disponible, donc nous on est déjà une équipe de plusieurs collaborateurs, être tous disponibles au moment où la révolution arrive sur le marché et où on peut s'en emparer pour développer des nouveaux produits, tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont fondateurs de boîtes depuis quelques années, qui sont dans leur boîte encore pour quelques années, etc. Donc nous, on a l'opportunité d'être disponible au bon moment. Voilà, on a aussi une idée incroyable sur un marché qui fait plusieurs centaines de milliards d'euros dans le monde. Voilà, la principale barrière à l'entrée, on le dit souvent, hein, une idée dans une start-up, ça vaut pas grand-chose, c'est l'exécution. Et j'ai
comment dire, bon, je pense quand même qu'on est une des meilleures équipes en France. On a déjà travaillé ensemble avant chez Kappa. Pour certains d'entre nous. Donc on gagne beaucoup de temps de recrutement, à apprendre à travailler ensemble, à se connaître, etc. Voilà, donc on a déjà des anciens investisseurs qui sont contents et qui nous ont dit OK pour avancer avec nous. Donc en fait, tous les signaux sont au vert. Là, sur l'intelligence artificielle, je pense que le go-to-market va être super important. Et donc, la meilleure barrière à l'entrée, c'est que nous, on fait tout pour avoir le meilleur produit pour nos clients et que nos clients n'aient pas envie de changer de fournisseur. Voilà, donc on met vraiment toute notre énergie dans la tech et dans le produit qu'on développe pour nos clients. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire que elles ont peur de l'IA. Voilà. Moi, je pense qu'il faut jamais avoir peur d'une révolution parce qu'autrement, on se met de côté et de toute façon, on sait tous, vu comment la révolution de l'IA a inondé le monde en quelques mois. Hein. Là, on est à 16-17 mois du début de cette révolution et on voit bien que déjà énormément d'entreprises et de collaborateurs s'en sont emparés. Alors, même si c'est à des petits niveaux, mais on sait que beaucoup de Français et de Françaises utilisent déjà ChatGPT pour écrire leurs emails, écrire des articles, écrire des fiches produits, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est une erreur fondamentale de se braquer et d'en avoir peur. Aujourd'hui, l'IA est déjà quasiment dans tous les secteurs. Les produits qui sont en train d'être développés par les boîtes dans le monde entier et beaucoup en France sont incroyables et vont nous permettre au contraire de nous faciliter plein de choses, d'augmenter notre productivité, mais aussi, moi c'est un secteur qui me passionne même si je suis pas du tout une spécialiste, mais quand on voit ce qui se passe dans la medtech, dans la médecine aujourd'hui grâce à l'IA, c'est juste incroyable. Les progrès, moi quand j'étais petite, j'ai perdu mon père d'un cancer et mon rêve c'était de me dire mais peut-être qu'un jour on aura un truc, je ne savais pas si ce serait un vaccin ou on parlait même pas d'ARN, hein, bien sûr, qui pourrait soigner le cancer. Aujourd'hui, moi, je lis des articles qui disent que on commence à avoir des traitements incroyables qui sont certainement en cours de test. Encore une fois, je suis pas une spécialiste, mais voilà. Donc moi, je suis au contraire très très optimiste, très positive parce que c'est que pour du mieux. Ma plus belle réussite à date, bien sûr, c'est Kappa. Parce que, comme je vous l'ai dit, de là d'où je viens, sans aucun entourage d'entrepreneurs ou de commerçants ou d'artisans qui avaient lancé leur boîte et qui géraient leur boîte, je suis super fière du chemin parcouru. Et puis c'est vrai que avoir vendu au leader mondial, qui est une boîte incroyable, c'est un super moment d'entrepreneur dans une vie et j'espère que ce moment se fera aussi pour Volubill. Alors je dis souvent que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que chez Kype et chez Kappa, en fait, je me suis pas occupée tout de suite du commercial. Je me sentais pas forcément à l'aise, pas la meilleure commerciale du monde. Et donc, je recrutais des équipes commerciales avec un directeur commercial. Et en fait, aujourd'hui, je suis persuadée que la meilleure personne qui peut vendre les produits, c'est le patron de la boîte. Pourquoi ? Parce que d'abord, le fait de rencontrer des clients, on reçoit pas toujours des avis positifs, hein, quelquefois des réponses négatives. Et donc, là, ça permet de comprendre. Et puis moi, j'adore transformer un non en oui. Donc, un client qui va me dire non au début, je vais comprendre, est-ce qu'il y a un problème produit, est-ce qu'il y a un problème de positionnement, est-ce qu'il y a un problème de prix, est-ce qu'il y a un problème de com, est-ce qu'il manque une fonctionnalité, etc. Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, je suis la première commerciale de ma boîte et j'adore ça parce que je pense que le commercial doit être au cœur d'une entreprise et même quelquefois le produit doit être au service du commercial.
Voilà, donc aujourd'hui, l'erreur que je ne referai pas, et je donne le petit conseil à tous les nouveaux entrepreneurs, c'est bien sûr, soyez le premier commercial de votre boîte. Le prochain gros changement, on le vit en ce moment, hein, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Moi, je suis persuadée que c'est une vraie révolution, que de toute façon, on le voit aujourd'hui, hein, tout le monde en parle, c'est partout, toutes les entreprises sont en train de regarder comment l'intégrer dans leurs services, dans leurs produits, dans leurs process, dans leur organisation. Donc, c'est inévitable, c'est là. Il faut le prendre vraiment de façon ultra positive parce que ça va vraiment nous aider à concevoir nos organisations et nos process et de façon ultra innovante et ultra plus productive. C'est une super belle question. Alors, premier conseil, c'est de pas penser que vous êtes une femme entrepreneuse, quoi. Vous êtes un entrepreneur, point. Et vous devez vous comporter et agir et prendre vos décisions comme un entrepreneur, point. Voilà. C'est le business, c'est le boulot, voilà. Deuxième conseil, je vais reprendre celui d'avant parce qu'il a vraiment changé ma vie et mes succès. C'est soyez la première commerciale de votre boîte. Et même quand vous faites une interview, même quand vous faites par exemple un entretien d'embauche avec un futur collaborateur, moi je pense qu'on est toujours en vente de sa société. Voilà, en interview, vous pouvez présenter votre nouveau produit qui va arriver demain. Et en entretien d'embauche, vous pouvez séduire votre collaborateur qui n'oubliera pas cet entretien d'embauche de sa vie et qui donc parlera de votre entreprise de façon ultra positive. Ça, c'est voilà. Et le troisième conseil, ça c'est un peu ma devise, c'est ne lâchez jamais rien. Voilà, ça ne veut pas dire que quelquefois il ne faut pas prendre du recul pour réfléchir comme je l'ai fait, à un pivot ou à une nouvelle fonctionnalité. Mais au sens où aujourd'hui j'ai l'impression, quelquefois quand je rencontre des femmes entrepreneurs qui me disent Stéphanie, ça fait 3 mois, je ne sais pas si je vais tenir, et 3 mois c'est rien. 3 mois, c'est rien. Souvent, ce qu'on dit dans les vieux entrepreneurs, c'est qu'en fait, tout prend beaucoup de temps. Voilà, donc vous allez vivre de façon beaucoup plus intense. Hein. Moi, je dis souvent, une année d'entrepreneur, c'est comme une année de chien, quoi. Donc, c'est 7 ans, d'un Français qui n'est pas entrepreneur. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus intense, mais tout prend beaucoup de temps et c'est normal. J'ai envie de dire un truc positif, c'est de croire en soi. Voilà. Il y a un mot que j'aime bien en ce moment, c'est le mot audace. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on soit audacieux. On a la chance d'être dans un pays, la France, qui est vraiment un top pays pour lancer sa boîte, sa start-up. Donc j'aime bien ce mot-là. Alors il y a un mot que j'aime encore plus, c'est le mot courage. Il faut qu'on soit courageux. En tout cas, c'est un mot qui est très important pour moi. Courageux dans ses décisions, courageux dans ses recrutements, courageux dans ses convictions d'entrepreneur, courageux parce qu'on s'est pris un nom d'un client et qu'il faut quand même y retourner. Donc, pour moi, le mot de la fin, c'est audace, courage et travail. C'est ce qui a marché pour moi et je vais garder cette formule. Pour Volubile qu'on va accompagner dans les prochaines années. Voilà, donc j'aime bien ces 3 mots-là.